toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à l'Institut français d'Israël et je passe immédiatement le micro à notre ambassadeur. Ce fut rapide. Très bien. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, chers amis. Nous sommes ici, bien sûr, pour rencontrer Daphna Poznanski, que vous connaissez tous, et qui a écrit un livre. Alors, elle me l'a offert il y a une semaine, et je l'ai lu. Et je dois dire que c'est un livre qui me paraît à la fois émouvant et important. En fait, ce livre, il essaye et réussit à faire parler les adultes sur leur regard d'enfant au moment des événements de la guerre d'Algérie et reviennent dans les différents témoignages des choses que les adultes oublient. La surprise, l'incompréhension, le manque de confiance aussi parfois, en tout cas la question de la confiance dans les adultes. Il se pose en permanence, la déchirure, et à travers ça, plusieurs choses me sont revenues par rapport à mes parents qui n'ont pas vécu la guerre d'Algérie mais ont été chassés d'Égypte sous Nasser. C'est un peu, comment dire, c'est comment les enfants arrivent à traverser cette période avec leur résilience propre, sans comprendre ce qui se passe, mais en sentant tout ce qui se passe. Et il y a là quelque chose dans le regard sur la guerre qui est, pour moi, extrêmement précieux. En fait, je pense que Daphna ouvre un chemin qui est celui du regard des enfants. Il y a eu des textes, bien sûr, là-dessus, mais vous voyez que le temps avançant, nous avons eu une littérature importante sur les enfants pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis le temps passant, maintenant on arrive au regard des enfants pendant la décolonisation, un temps plus tard. Et on voit les différences, mais on voit aussi des émotions qui sont, à bien des égards, les mêmes devant la mort et la destruction. Et puis, et je terminerai là-dessus, il y a, d'un coup me sont revenus, comment dire, la somme de souffrance incroyable de cette génération. Mais c'est, je vais dire, beaucoup parmi vous, dans vos familles, vous avez vécu des exils. Et on oublie la souffrance. Et à travers la souffrance, on oublie quelque chose que moi j'ai retrouvé, qui est le non-dit, le secret de famille, le « il ne faut pas en parler », qui a laissé tant de monde après, et tant d'enfants, tant de jeunes, compris moi, absolument sans l'histoire familiale, que des bribes, que des tensions, que des choses très difficiles à évoquer, que d'un coup, les yeux des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes qui se brûlent, les larmes, etc. Et tout de suite, il faut repartir, aller de l'avant, etc. Et l'enfant reste sans réponse par rapport à ça. D'où l'importance du livre de Daphna, que je remercie infiniment d'être ici parmi nous. Voilà, et c'est avec un très grand plaisir que, évidemment, je lui laisse la parole. Vraiment, merci pour ça, parce que je veux dire, ce livre que j'ai lu en 2 jours, hier et avant-hier, m'a profondément touché et fait renaître beaucoup de choses en moi-même. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Daphna, une deuxième personne a été très touchée par votre livre, c'est moi. Mes parents ne viennent pas d'Algérie, mais de Tunisie. Cette histoire dont vous parlez, ces non-dits, ces yeux embués, ce pays qu'on ne reverra plus, ou qu'on a revu, mais qui n'existe plus, même si on y retourne, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui touche, je pense, beaucoup de gens dans cette salle. Je voudrais commencer par lire les quelques premiers mots de votre livre, et même pas de votre livre, mais de l'introduction du livre. La nuit dernière, j'étais à Oran.
je suis montée sur la terrasse de notre immeuble. Je me suis allongée sur le sol encore chaud du jour. J'ai contemplé le ciel avec ravissement, ébloui de bonheur, le cœur gonflé de trop de joie. Mon pays natal palpitait en moi, irriguait mon âme. J'étais heureuse. Au petit matin, j'ai fondu en larmes. J'ai voulu courir derrière l'enfant que j'avais été, la rattraper, lui donner les explications qu'elle avait attendues alors en vain, répondre à ses pourquoi. Ce livre, c'est ça, répondre à vos pourquoi d'enfants et au pourquoi des enfants qui ont également témoigné dans votre livre. D'abord, je voudrais vous remercier tous, et en particulier Eric et Georges. Que dire après l'intervention d'Eric, parce qu'il a très bien compris exactement la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Pourquoi? Oui, c'était vraiment, on me dirait, les enfants se posent toujours des questions pourquoi. Mais lorsque vous êtes une petite fille, vous vous retrouvez en 10 minutes sur le quai du port d'Oran en flammes, plein de fumée noire, les citernes d'essence avaient été incendiées par l'OS. Vous comprenez que vous avez tout perdu. Vous n'êtes plus une petite fille, vous avez perdu ce statut, vous avez perdu tout l'univers familier, vous êtes plus qu'une réfugiée. Et ça, je l'ai senti, et en même temps, au moment même où je ressentais ça, je me suis fait une promesse. La promesse, j'essaie de la tenir toute ma vie. Cette promesse-là, c'était plus jamais ça. C'est-à-dire ne plus être un fétu de paille malmené par les vents de l'histoire. Parce que j'étais une enfant, je n'étais pas responsable de ce qui se passait d'aucune manière, mais je devais vivre les conséquences. Nous devions vivre les conséquences. Donc à partir de cette promesse-là, je me suis dit, il faut que j'apprenne à me battre. Tout ça sur le quai en flammes. Et je dis, il faut que j'apprenne à me battre, il faut que j'étudie, il faut que je me batte pour que les gens qui, comme moi aujourd'hui, sont des sans-voix. C'est-à-dire qu'on n'a pas droit à la parole. Et les enfants n'avaient pas droit à la parole. Mais peut-être que certains adultes non plus n'ont pas droit à la parole, ils ne connaissent peut-être même pas leurs droits. Donc j'ai effectivement ensuite appris le droit public pour justement, et je m'en excuse auprès des autorités françaises, justement défendre les droits des Français. Et ensuite, lorsque j'ai immigré il y a très longtemps en Israël, défendre les droits des Français d'Israël et puis des Français de l'étranger, c'est la même promesse en fait. C'est défendre les droits des sans-voix. Et voilà, c'est pourquoi. Pourquoi aussi? Parce que c'est une vision inédite. Il y a eu énormément de livres qui ont été écrits sur la guerre d'Algérie. Mais à ma connaissance, et je sais que les éditions Ramsay ont fait une enquête là-dessus, ils m'ont dit, on n'a pas trouvé de livre qui parle du regard des enfants pendant la guerre d'Algérie. Donc c'est une vision inédite. Et pour y arriver, et peut-être que vous voulez dire quelque chose. Allez-y, mais en effet, le questionnement, c'était la genèse de ce projet. Comment, c'est votre deuxième livre, comment ça s'est mis en place, pourquoi cette forme de récit-essai, et pourquoi pas un roman, et pourquoi y avoir ajouté d'autres témoignages? Alors c'était un roman, mais elle le savait. Hein. En fait, voilà, donc elle a triché. Donc c'était un roman que j'ai écrit 20 versions de ce roman, une par an. Chaque fois, les éditeurs ont refusé. Et la dernière version, j'ai rajouté des témoignages en deuxième partie. Et là, au bout de quelques mois, les éditions Ramsay m'ont contacté, m'ont dit qu'ils étaient intéressés. Et puis, les jours passent, et puis ils me rappellent, ils me disent, nous, ce qu'on veut, c'est pas le roman. Nous, on veut votre témoignage. Et donc, vous rajoutez encore d'autres témoignages, on veut votre témoignage. Moi, j'étais bien embêtée, je n'avais que 10 témoignages. Et là, je vais envoyer, sous toutes les latitudes, je vais envoyer un message. Je vais envoyer un message à mes collègues de l'Assemblée des Français de l'étranger en leur disant, sans doute, quelque part dans vos pays, quelqu'un a vécu la même histoire que moi,
essayer de faire passer ce message. Et certains ont joué le jeu, et donc il y a des témoignages qui viennent de France, de la France outre-mer, notamment de la Réunion, mais aussi de Grèce, d'Andorre, d'Espagne, et même de l'île Maurice. Donc c'est comme ça qu'il a été construit, le roman qui est devenu un essai. Dans le livre, vous parlez de mots diamants. Les adultes protègent les enfants des mots comme guerre en les remplaçant par événement, se protègent eux-mêmes d'ailleurs de la réalité. Vous êtes une petite fille et vous essayez d'attraper comme ça des mots que vous ne connaissez pas, et c'est ça, les mots diamants dont vous parlez? Oui, alors j'étais une fille unique, un enfant unique. Et enfant unique, c'était difficile d'avoir, c'était rare en Algérie à l'époque. Et donc je n'avais finalement comme jeu que d'écouter les adultes et d'observer leur comportement. Et c'est comme ça que j'ai appris la guerre que les adultes appelaient les événements. Et ce sont les mots, et ça va commencer par évidemment insurrection, et ça finira, vous le savez, par Aziz ou cercueil. Et donc il y a toute la guerre d'Algérie qui défile, mais que j'apprends moi, enfant, avec des mots. Donc il y a égorgement, embuscade, opération de maintien de l'ordre, que personne ne comprenait évidemment, situation d'urgence, torture, il y a des tas de mots qui m'arrivent, et je ne sais pas quoi faire avec ces mots, donc je les mets dans une liste, la liste des grands mots. C'est des grands mots. Mais je n'ai jamais compris, en fait, même une fois arrivée adulte, je n'ai pas compris pourquoi j'étais fascinée par ces mots de la langue française. Et c'est bien des années plus tard, qu'en lisant une poétesse que vous connaissez peut-être, qui est francophone, qui s'appelle Bluma Finkelstein, qui a de nombreux prix, et voilà, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui la connaissent, qui est d'origine roumaine, qui a écrit justement sur cette expérience qu'elle a semble-t-il vécue elle aussi, et elle parle des mots diamants de la langue française. Et elle dit de très belles choses où elle dit que ils ont la pureté de l'eau et la densité du diamant. Et c'était exactement ça. Et à ce moment-là, j'ai compris l'expérience que j'avais vécue enfant. C'était une expérience absolument extraordinaire. Finalement, c'est elle qui avait ouvert le coffre de la langue française, du trésor de la langue française, qui est sublimé justement, et en même temps la vie de la guerre. Et ces mots aussi importants pour une petite fille, vous les imagez beaucoup dans le livre. Il y a beaucoup d'images d'affiches, d'images de feuilles de propagande. Enfin, ces mots-là, ils ne sont pas que dans le livre, ils sont aussi imagés. C'était volontaire? Oui, c'est volontaire parce que c'est la vraie vérité en quelque sorte. C'est-à-dire que moi, je volais les tracts que les adultes se passaient. Je lisais à l'époque je lisais l'Écho d'Oran, bien sûr, puisque j'habitais Oran. Donc je lisais l'Écho d'Oran, à un âge où on ne lit pas les journaux, et je partais sous le lit pour le lire, et je le lisais jusqu'aux horaires des bateaux. Et c'est ainsi qu'un jour, le jour où, en catastrophe, on fuit, ma mère et moi, mon père me dit, vous partez sur l'Algérie dans 2 heures. Et alors à ce moment-là, je me rappelle les horaires des bateaux. Les horaires des bateaux, il y avait l'Algérie pendant toute mon enfance. Mais la boucle était bouclée en fait. Malgré l'horreur de ce qui se passe autour de vous en tant qu'enfant, vous arrivez quand même à restituer la douceur et la beauté de l'Algérie. Alors j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que la triangulation familiale fait que j'ai vécu en quelque sorte plusieurs enfances, dans la même enfance. Il y avait des oncles qui étaient dans le Ouarsenis, donc c'était les hauts plateaux, magnifiques. Et puis il y avait d'autres qui étaient à Mascara, une petite ville que certains d'entre vous connaissent. Et puis il y avait Oran, évidemment, ma ville natale. Et donc ça fait une sorte de triangle, et peu à peu, en fait, je vais voir le pays rétrécir. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, la France va perdre géographiquement le pays, étant donné qu'elle va se resserrer, la guerre étant ce qu'elle est, on va se resserrer de plus en plus en fait. Ça finira, moi qui ai vécu les premières années de mon enfance
en train de grimper dans les eucalyptus dans l'Oise-Nice, qui vivaient dans un short déchiré toute la journée, qui couraient. C'était vraiment la liberté. J'avais la liberté. Ça finit assez mal d'ailleurs. Ça finit auprès d'un réchaud à gaz. On avait des cartouches dans la cuisine. On essayait d'allumer le gaz pour boire une soupe avec quelques lamelles de pommes de terre à corny. Vous voyez que on passe de la liberté à l'enfermement total. Je voudrais que vous nous parliez en tant qu'enfant d'Algérie, de votre sentiment d'appartenance et de votre identité. Comment est-ce qu'elle a évolué déjà avec les événements, mais également avec l'exil? Avec l'exil, si je peux appeler ça l'exil. Alors, oui, c'est un exil, bien sûr. Alors, mon identité, j'ai voulu préserver. Et pour préserver, j'ai gardé les mots de la langue française. Je savais que c'était le meilleur moyen de préserver. Préserver la mémoire, préserver mon identité. Et donc, il fallait tout garder. Je ne savais pas si ça servirait un jour, mais il fallait tout garder. Donc, le meilleur moyen, finalement, de garder son identité, c'est de conserver sa langue. Quoi qu'il en coûte, et quels que soient les aléas. D'où ma défense de la francophonie. Je voyais bien que vous me suivez. Comme on l'a dit, les adultes emploient des mots en remplacement d'autres pour se protéger, je pense, protéger les enfants. Et en même temps, vous êtes sans arrêt soumis à des images d'horreur dans les journaux, dans la réalité, mais d'horreur absolue. La perte de personnes qui vous sont chères, parfois, en l'occurrence, Ali à côté de vous. Comment vous avez réussi à parler de ça, de la mort pour les enfants? Il faut garder la distance, en fait. Et finalement, le livre, je crois que je l'ai... Si je peux résumer d'une seule phrase ce livre, je l'ai écrit avec l'encre du chagrin, avec la lumière de l'Algérie, et en essayant de garder un ton juste, d'être toujours sur la crête pour ne pas tomber d'une manière ou d'une autre là où je ne veux pas tomber. Je crois que c'était... j'ai eu à chaque mot que j'ai mis sur le papier, enfin après c'est plutôt un ordinateur, c'était la recherche du ton juste. Parce que c'est sûr que nous avons été confrontés à des moments très durs, à des images terribles. Mais vous savez, on avait de la chance, on était des enfants. Et les enfants, ils ont toute la vie devant eux. Et donc, être un enfant, c'est une grande chance dans une guerre. On peut aller de l'avant. Et alors, c'est vrai que c'est une enfance volée, c'est une enfance fracassée. Mais on est des enfants et donc on a l'avenir devant nous et on peut se construire. Et c'est là où je voudrais revenir sur l'intervention de notre ambassadeur. C'est que s'il y a une chose qu'il faut savoir et avoir à l'esprit, nous tous, c'est que l'histoire familiale, qu'elle puisse être douloureuse que ce soit, c'est pas le problème. Le problème, c'est de la transmettre. Parce que sinon, les enfants et les petits-enfants vivent avec un immense trou dans leur corps. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible, c'est terrifiant. Et toute la vie, ils vont essayer de remplir ce trou. Et en fait, ce trou, on ne peut pas le remplir. Il faut parler, il faut transmettre. Il n'y a pas un autre moyen. Vous parlez également dans votre livre des fractures et des divisions entre des personnes qui jusqu'à présent vivaient en harmonie. Oui, écoutez, peu à peu, c'est sûr qu'on a vu les divisions entre les voisins qui étaient OAS et les autres qui étaient rien, qui étaient juste des fœtus ballottés justement par le vent de l'histoire. On a vu aussi, et là, il y a eu effectivement des moments un peu étranges où on raconte que certains témoins notamment racontent qu'à un moment donné, enfin, ils avaient des amis à l'école, des amis musulmans, et à un moment donné, ces amis musulmans ne se mettent plus à côté d'eux, ne leur parlent plus, les quittent en quelque sorte, et ils sont extrêmement choqués par ces moments-là. Et à ce moment-là, c'est la double peine, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont rejetés dans leur amitié et en même temps on leur dit « c'est juif ».
Et donc, voilà. D'ailleurs, c'est très drôle, enfin, très drôle, excusez-moi, comment vous écrivez le mot salle juive dans votre livre comme une enfant. Et c'est d'autant plus touchant. Ah oui, mais j'avais pas de peau là, hein, parce que moi, en fait, j'étais tombée amoureuse d'un des fils d'un chef de l'OAS. Vous imaginez un peu. C'était pas futé, hein, franchement. C'est pas très futé. Donc, bon, et un jour, il me dit, moi, je le voyais comme un martien, il avait les yeux verts, il n'y avait pas beaucoup de yeux verts en Algérie, donc pour moi, c'est un martien. Et donc en fait, il est en train de distribuer les tracts de l'Ouest dans les boîtes aux lettres de l'immeuble. Et alors, il me dit, tu veux m'aider? Vous imaginez un peu. Alors donc j'étais à moitié évanouie, et donc je lui dis oui, bien sûr. Et donc je me mets à mettre les tracts. Et puis bon, je suis une enfant, je ne suis pas très à droite, même jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, c'est pas un problème. Mais en fait, je fais tomber quelques tracts. Et à ce moment-là, il me dit, sale petite juive. Alors là, c'est un gros choc quand même. Vous vous rendez compte, c'était ma première peine d'amour tout de même. Et on parlait des amis, en l'occurrence, votre amie. Oui, j'avais une amie et elle était kabyle. Elle était blonde aux yeux bleus. Et moi, j'étais amoureuse d'elle, en fait, parce que ma mère était amoureuse d'elle. Elle aurait tellement voulu, elle qui était blonde aux yeux bleus, avoir une fille comme mon amie. Bon, ça tournait mal, hein, génétique, vous savez. Et donc, oui, on était très proches. Et puis, on a été peu à peu séparés au fur et à mesure. Et je lui dis, au moment où elle me quitte, je lui dis au revoir. Et je sais que je mens à ce moment-là. Je sais qu'on se reverra plus jamais. Je sais. C'est un joli moment, très émouvant. Arrivent les accords d'Évian. Quel impact ça a eu sur vous, l'enfant? Écoutez, je me rappelle de ce jour du 19 mars, comme si c'était encore hier. Tout d'un coup, les gens sont sortis des maisons et comme s'ils ne voulaient pas croire à ce qui se passait, ils ont commencé à aller et venir, descendre et monter les boulevards. Comme si ils interrogeaient le ciel en quelque sorte. Et je comprenais ça, je comprenais aussi la vanité de ce qu'ils étaient en train de faire. Mais c'était... alors, ce 19 mars où moi je vois les gens aller et venir, et je comprends qu'il faisait très lourd, il ne faisait pas beau, le ciel n'était pas bleu ce jour-là en Algérie, il faisait très très lourd. Et je comprenais qu'il se passait quelque chose de grave, que les adultes surtout ne maîtrisaient pas, qu'ils avaient perdu complètement la maîtrise et que leur vie était en train de se disloquer. Je l'avais compris. Et à un moment donné, un des témoins, un témoignage extrêmement émouvant, et c'est un fils de Harki qui s'appelle Salah et qui raconte ce 19 mars. Il est dans les Aurès et le 19 mars, il voit arriver dans son village, il voit arriver des enfants avec des drapeaux algériens, avec une brigade FLN, et ils ont des petits calepins. Et alors, ils arrivent, leur disent ce village est à nous, maintenant, vous partez. Et ils vont maison par maison, et puis ils se distribuent les maisons, et ils leur disent partez où vous voulez, on ne peut plus vous voir. Et donc, ils vont se réfugier encore plus loin dans les Aurès. Et ça a été très difficile pour moi d'obtenir un témoignage d'enfants de Harki. Il m'a fallu 9 mois. En fait, les Harkis, c'est une histoire douloureuse dans notre histoire douloureuse. Et personne ne voulait parler. Personne ne voulait parler, en fait. Et donc, j'avais dit à la directrice éditoriale de Ramsay, je lui ai dit, le livre, pour moi, il n'est pas complet. Il n'est pas complet parce qu'on était à 15 jours de l'impression. Il n'est pas complet, il manque quelque chose, il manque cette histoire-là. Et donc, je finis par faire ce que je n'ai pas fait, que je n'ai pas voulu faire. Et j'actionne mes contacts politiques. C'est un samedi soir, en fait, et j'envoie à 9h du soir, j'envoie un WhatsApp à un sénateur des Français de l'étranger. Et je lui dis, est-ce que tu peux m'aider? Il me répond tout de suite, il me dit, voilà le mail du président du Souvenir français, Serge Barcelleni, dis-lui que c'est de ma part. Et donc, je le fais. Il est 11h du soir, je reçois une réponse du président du Souvenir français, qui en fait est une réponse assez extraordinaire, puisqu'il donne des ordres, vous savez, ce sont des soldats,
Donc il donne des ordres donc à toute son organisation de trouver quelqu'un qui veut parler. Et donc effectivement le lendemain, je me réveille, j'ai déjà un président d'association, pourtant je les avais tous contactés, un président d'association de Harki qui me dit j'ai quelqu'un qui est prêt à parler. Et ça s'est fait comme ça et finalement je l'interview la veille d'envoyer les épreuves. Et il raconte ce fameux 19 mars. Et ce que je voulais raconter surtout, c'est comment cette famille a été, par miracle, sauvée. Parce que donc la France a abandonné les Harkis. Ils étaient, on ne sait pas exactement, à peu près 90 000. Il y a eu environ 70 000 Harkis qui ont été tués dans des conditions souvent épouvantables. Et eux, c'est décembre donc 1962. Ils sont toujours dans les Aurès. Et le grand-père vient de mourir et c'est le dernier point qui les libère en quelque sorte. Ils veulent partir. Ils demandent de l'aide à un pied noir qui est encore resté. Ils le mettent en relation avec un taxi. Le taxi va venir en pleine nuit les chercher. Il leur fera un appel de phare. Et donc, ils se mettent à 6 dans une auto, comme ça pouvait être à l'époque. Et ils n'ont aucune valise. Il n'est pas question de faire penser qu'ils partent d'aucune manière. Donc, ils ont seulement les vêtements qu'ils ont sur eux. Et c'est en pleine nuit, c'est en plein hiver, c'est très dur. Et ils partent, et le taxi leur dit, si nous sommes arrêtés, vous allez à une fête familiale à Alger. Donc, ils vont à cette fête, ils arrivent à Alger, évidemment, ils tremblent de peur pendant tout ce périple-là, des Aurès jusqu'à Alger. Ils arrivent devant le camp militaire français, et la sentinelle refuse de leur ouvrir la barrière. Et de l'autre côté, donc à quelques mètres, il y a les FLN qui attendent justement qu'ils soient rejetés pour les tuer. Et ils sont là, quelques minutes passent et ils comprennent que la vie est finie, ils vont mourir là devant. Et tout d'un coup, arrive un lieutenant à cheval qui reconnaît le père de Salah parce que il avait un jour accompagné dans les Aurès, il était venu voir son capitaine et il avait raccompagné en pleine nuit dans les Aurès pour sa sécurité. Il le reconnaît et il leur donne d'ouvrir la barrière. Et c'est ainsi qu'ils ont été sauvés. Mais c'est sur le fil. Les voisins, la famille, les amis commencent à partir pour la métropole. Je voudrais lire vous commencez à recevoir des cartes postales de métropole, une des cartes postales que vous recevez. Ici, on nous traite de colons, de profiteurs. Ici, c'est toujours l'hiver. Nous ne sommes plus rien que des rapatriés, comme on nous appelle. En France, on ne veut pas de nous. Là-bas non plus, on ne voulait pas de nous. On fait semblant de ne pas voir les regards de mépris ou de haine qu'on nous jette. L'exil est dur. Ah bah écoutez, le gouvernement de l'époque avait prévu qu'il y aurait 100 000 Français qui reviendraient d'Algérie. Il y en a eu 1 100 000, d'où le chaos. Et on n'était absolument pas attendus. Et donc ça a été effectivement très 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 dur et ça sort dans mon témoignage bien sûr. Quand j'étais à une rencontre dédicace à Marseille et donc j'avais une histoire marseillaise à leur raconter et qui n'était pas très drôle, c'est que lorsqu'on revient d'Algérie, en fait on va être hébergé dans la famille qui est partie un peu avant, pendant 3 mois, et après mon père va décider qu'on va aller à Marseille au plus près. Et en fait on va habiter dans un taudis 69 rue d'Aubagne. Alors quand vous dites rue d'Aubagne, quand vous dites 69 rue d'Aubagne aux Marseillais, ils vous regardent comme ça, parce que c'est un des 3 immeubles qui s'est effondré. Mais à l'époque, je me demandais comment ils pouvaient tenir debout, parce qu'il y avait d'immenses fissures dans la cage d'escalier. Mais pour vous, petite fille, la métropole, c'est autre chose. Dans votre, je vais dire vos mots, dans votre
telle de petite fille, la métropole, c'est une entité supérieure, bienfaisante, dotée de bras multiples et maternels, où déposer ses tourments et ses blessures. Je parle de la petite fille qui vit encore en Algérie. Oui, c'est vrai. C'était la solution bienheureuse, c'était le rêve, c'était l'idéal, bien entendu. C'était ne pas oublier que la métropole, c'est-à-dire la France, avait libéré les Juifs d'Algérie du statut d'indigénat, du statut de dhimmi. Donc les Juifs d'Algérie deviennent français en 1870, le décret Crémieux, et dans ma famille, chaque enfant aîné devait être capitaine dans l'armée française. Donc ça a été fait comme ça. Donc en fait, j'ai vécu dans les drapeaux français et les défilés. J'avais une enfance quasiment militariste. Il y avait toujours des uniformes autour de moi. Si moi j'étais enfant unique, par contre, il y avait des tantes et des oncles en pagaille, et eux, par contre, ils avaient des pagailles d'enfants. Et donc, il y avait toujours des oncles, des cousins qui étaient en uniforme. Et je suis très fière, vraiment. Pour moi, c'était très idéalisé, très idéalisé. Alors évidemment, disons, l'arrivée a été rude, oui, a été rude, parce qu'on nous a très très mal reçus. On a été méprisés, on nous a vraiment réservé un traitement qui était franchement infâme. Vraiment. Parce que peut-être qu'il y avait des gens qui s'étaient mal conduits, mais c'était certainement un pourcentage infime de la population des rapatriés. Donc, mais on a payé pour tout le monde. Voilà. Nous, on a vraiment, c'était très dur, et tous les témoignages sont exactement dans ce sens. Il y a d'ailleurs un témoin qui vit aujourd'hui à La Réunion et qui dit cette phrase absolument étonnante: j'ai fait mon coming out pied noir à la retraite. Alors moi, je ne comprenais même pas cette phrase, alors j'ai échangé avec lui. Je lui dis, mais ça veut dire quoi? Elle me dit, mais j'ai menti toute ma vie. Voilà ce que ça veut dire. Je disais que j'étais de Dijon, de Montauban, et il a menti toute sa vie. Donc il m'a dit, quand je l'ai dit, j'ai obtenu un grand silence. Du coup, ça m'a conforté dans l'idée que justement, il valait mieux se taire avant. Donc voilà, oui, ça a été très dur, vraiment. Donc votre mère, un jour, reçoit une lettre de métropole qui dit « Massacre en préparation, envoyé petite immédiatement ». Non, c'est un télégramme. Vous savez, ces télégrammes bleus qu'il y a eu autrefois, c'est un télégramme bleu, et ma mère, elle n'arrive pas à l'ouvrir. Elle ne peut pas l'ouvrir. Donc je lui prends des mains, et j'ouvre le télégramme, et je dis « Massacre en préparation, envoyé petite ». Évidemment, c'était une de ses sœurs qui savait très bien que si on était envoyé petit, ça voulait dire viens. Ça veut dire viens. Et donc, voilà, le problème, c'est que mon père ne voulait pas partir. Mon père disait pourquoi je dois partir? Moi, j'ai rien fait à personne. J'ai toujours respecté tout le monde. Ma terre, c'est ici. Non, je m'arrangerai. Et il ne voulait absolument pas partir. Et donc, à cause du télégramme, on part en catastrophe, ma mère et moi. D'ailleurs, il y a un côté cocasse, puisque, évidemment, on ne doit pas partir. On part en vacances, comme tout le monde, bien sûr. Et donc, ça se passe vraiment en quelques moments. Ma mère jette une valise dans le hall, et je la vois, je n'avais rien compris d'ailleurs, elle avait entassé des journaux, des codorants, semaine après semaine. Je ne comprenais pas ce qu'elle faisait. Et elle prend ces journaux, et elle entoure les vers gravés en cristal qu'elle avait reçus de sa mère pour ses noces, elle les entoure et elle les met dans la valise. Et alors moi je dis on part, et mon père me dit oui, vous partez en vacances dans la famille, comme souvent. Ah, ça veut dire que même à vous, elle n'a pas... Okay. Non. Et moi je dis on part en vacances avec les vers de grand-mère. Là, vraiment, la réalité, elle avait quand même explosé à ce moment-là. Et donc, voilà. Et mon père reste. Mon père se refuse de partir. Donc, on part seulement ma mère et moi. Et mon père se promène le 5 juillet à Oran, jour de massacre. Il se promène comme un bienheureux, comme si tout allait bien, comme si tout était normal. Et il ne comprend pas
que les passants européens sont en train de se faire massacrer. Et ce qui se passe, c'est que juste il a un camion de l'armée qui s'arrête à sa hauteur. Deux soldats en descendent, il l'attrape, il le jette dans le camion où ils avaient ramassé quelques autres personnes. Et il l'emmène, mais sans lui demander quoi que ce soit, il l'emmène à l'aéroport d'Oran, à la Sénia, il le jette dans un avion militaire et il l'emmène. Et mon père est en fait mort de chagrin parce qu'il n'était pas parti de son propre chef, il n'a jamais accepté cet enlèvement en quelque sorte. Mais il y a beaucoup de personnes à qui c'est arrivé, et d'ailleurs les témoins le disent aussi. Souvent les pères de famille n'ont pas trouvé, malgré l'époque des 30 Glorieuses, n'ont pas trouvé de place sur l'échiquier, et ils sont morts de chagrin. C'est ce que vous dites, c'est que tout le long en Algérie, il a tenu psychologiquement, physiquement, il était là, support de votre mère, de vous, et en arrivant là-bas, il s'est effondré. Les adultes, beaucoup d'adultes se sont effondrés, parce que c'était la réalité qui s'était disloquée, ils n'arrivaient plus à remettre les morceaux ensemble, ils n'arrivaient plus à reconstruire. C'est pour ça que j'ai dit, nous, les enfants, on a eu plus de chance. Vous êtes sur le bateau, et il y a ce passage que j'aimerais lire, qui est absolument magnifique. J'ai compris que je porterais mon exil comme une plaie qui jamais ne cicatriserait, et qu'il me faudrait enfouir l'amour de ma terre natale au plus profond, pour ne pas être la risée de ceux qui n'avaient pas eu la chance de naître là, la chance de pouvoir confondre le réel et l'imaginaire. J'ai compris que je pourrais construire et construire encore, et que je resterais néanmoins à jamais une déracinée, qui chercherait sa vie durant à enfoncer en terre de nouvelles racines, pour tenter de me retrouver. Vous vous sentez déraciné toujours? Mais ce qui s'est passé, c'est que il y a 44 ans, je suis venue ici en Israël, et aujourd'hui, écoutez, les racines, elles sont bien enfoncées, puisqu'on est déjà la deuxième génération, puisque un de nos fils est né en Israël, et il a lui-même des enfants. Quel a été ce parcours? Vous êtes arrivé en France et vous avez eu envie rapidement de venir en Israël, ou ça c'est venu beaucoup plus tard? Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, d'abord, au début, je voulais perdre mon accent piénois. Alors donc, je faisais le théâtre avec le lycée. Je jouais quand même Chimène dans le Cid. Hein. Bon, donc j'avais dû perdre mon accent, sans doute. Et puis non, ce qu'il fallait, c'était faire des études, il fallait avancer, il fallait construire. Et déraciner, il a fallu, encore une fois, une sorte de coffre avec les mots de la langue française. Il a fallu mettre toute cette histoire-là, l'enfermer. Elle n'intéressait absolument personne. Il ne fallait pas en parler. D'ailleurs, on avait l'impression qu'on devait être transparent. Pour être accepté, il fallait être transparent. Ça c'était très dur. C'est très dur parce que c'est très dur d'être obligé d'être transparent. Et donc, non, alors peu à peu, je me suis dit que de toute façon, le pays d'où je venais avait disparu. Il arrive des choses comme ça dans l'histoire, que les pays disparaissent. Que donc il me restait justement à écrire avec les mots de la langue française, et essayer de le faire revivre avec tous ses côtés, les zones d'ombre, les zones de lumière, et il y a beaucoup de zones de lumière aussi. Donc tout faire revivre, et ainsi il est pas mort, il est encore là. Tous ceux qui peuvent le lire, il est là. Il est là, il suffit de juste entrer, d'accepter il faut accepter de se dire, on a quelques mots de la langue française, ça va être des valises pour prendre le chemin et aller sur un pays imaginaire. Un pays où, en tout cas, à l'époque déjà, où moi j'étais une enfant, le réel et l'imaginaire, ça se confondait déjà. Votre vocation professionnelle est née de cette expérience, vous nous l'avez dit. Racontez-nous comment ça s'est passé.
ça s'est passé que voilà, j'ai voulu être fidèle à la promesse que je m'étais faite sur ce quai. Et donc j'ai fait des études de droit, je me suis vraiment... après, j'arrive en Israël, je me rends compte qu'il y a des décrets qui s'intéressent au bien-être de la communauté française et en fait, ils ne sont pas appliqués. Alors, je vais commencer, effectivement, je crée une association, je prends contact avec des sénateurs, je me rappelle que Gérard Benamou, notre journaliste, lui, a vu ce départ. Donc voilà, c'est un vrai combat que je mène. Et donc je crée la DFI, je fais bouger les choses. On va même, à l'époque, vous savez, il n'y avait pas tellement de livres en Israël, et on va créer 25 espaces francophones dans les bibliothèques en Israël. Et bon, maintenant, évidemment, c'est différent. Mais donc, je me bats à la fois pour la défense de la langue française en Israël et pour les droits des Français d'Israël. Puis bon, je vais être ensuite, à partir de 2000, je vais être élue à l'Assemblée des Français d'étrangers. Et là, je vais défendre les droits de tous les Français de l'étranger, 3 millions de Français. Je peux vous dire que hier soir, j'étais encore en train de me battre pour vous tous, parce qu'on nous fait des gros soucis avec le ministère de la Justice quand on demande un certificat de nationalité française. Il ne fait pas bon à ce moment-là être français de l'étranger. Donc j'écris des questions pour des sénateurs qui les posent au gouvernement. Comme je l'ai dit, c'est votre deuxième livre. En quoi votre position vous a influencé à écrire et dans votre écriture? Je ne sais pas, enfin, de toute façon, je ne suis pas sûre que ma position m'a influencé. Je crois, bon, il faut reconnaître que j'ai commencé à écrire à l'âge de 6 ans. J'ai écrit un poème qui s'appelait L'Ange de la mort. Ne me demandez pas qu'est-ce qu'il est devenu, il est parti avec le reste. Voilà. Donc il a disparu dans le reste. Donc j'ai commencé à écrire très tôt. Et j'arrive en 63, donc je suis en 63, je suis à Marseille. Et à Marseille, je lis le journal et il y a un concours de poésie. J'avais écrit des poésies, parce que je m'embêtais pendant l'été. Et donc je les envoie. Mais j'ai pas du tout l'âge, hein. J'ai 13 ans, il faut avoir 18 ans. J'obtiens la première mention au Grand Prix de poésie de la ville de Marseille. J'ai dû me déguiser pour aller le jour de la cérémonie. Parce que bon, à 13 ans, vous ne faites pas 18 quand même. Voilà. Non, j'ai toujours été fascinée, c'est pas tellement ma position actuelle, j'ai toujours été fascinée par les mots. C'est important les mots. Voilà, je vous ai parlé du ton juste, le mot juste aussi, c'est très important. Et dans votre livre, on le sent que c'est important pour vous les mots. Déjà en tant qu'enfant, et puis petit à petit, et puis au niveau de l'écriture, c'est une écriture sincèrement magnifique, douce, belle, où on sent que chaque mot est choisi, chaque phrase est tournée. Je pense que vous faites attention vraiment à ça et que c'est important pour vous dans vos livres. C'est comme une musique. Alors, j'ai pas du tout l'oreille musicale, par contre, j'entends la musique des mots, et depuis mon enfance. Donc ça, on entend cette musique. Voilà, c'est une musique. Et parfois, je vais lire, je vais relire la phrase à haute voix pour être sûr que c'est bien la musique que je veux. Comme pour aimer Proust, il faut lire avec... J'aimerais qu'on parle de transmission maintenant. Quand on écrit un livre comme ça, je pense qu'on pense aux générations actuelles et futures. Dites-nous en plus. Alors, la première semaine de la parution du livre, c'est un Shabbat, les enfants, et tout d'un coup, il y a un de nos fils qui me dit « Maman, on est très fiers de toi. » Je suis sidérée, pensez, vous savez bien, les enfants ne font pas des compliments. Hein. Alors, je ne comprends même pas, et je dis « Je ne comprends pas pourquoi. » Et alors, il me dit « Nous avions besoin, tu as transmis cette histoire et nous avions besoin de cet héritage. » Cette phrase était importante. Nous avions besoin de cet héritage. Et donc, écoutez, je suis très heureuse que vous soyez là, parce qu'en fait, si j'ai un message à passer, c'est celui-là. Il faut transmettre.
transmettez votre histoire à vos enfants et à vos petits-enfants. Sinon, comme je l'ai dit au début, ils vont vivre avec un trou. Ils vont vraiment passer leur vie à essayer de le combler. Donc ça, c'est ridicule. Faites quelque chose pour eux, transmettez. Transmettez. Je peux intervenir, madame? Tout à fait, bien sûr. Moi, j'ai 81 ans et j'ai été très longtemps traumatisée par le fait que mes parents sont de Jérusalem et mon père disait « Nous ne sommes pas d'Algérie, nous sommes venus d'Alep, Syrie ». Et à l'époque, on ne posait pas de questions aux parents, donc j'ai avalé ça. Et en vieillissant, je cherche à comprendre. Et je viens de découvrir, par l'aide d'un historien, que les gens, enfin, mes parents, c'est mon arrière-grand-père qui a quitté, qui était en Espagne, qui est devenu marane parce qu'il ne voulait pas se convertir. Puis d'Espagne, il est parti au Portugal, il y a eu le même problème, et donc il était considéré comme un marane, puisqu'il n'a pas voulu se convertir. Et après, tous ces gens qui ont été des maranes par Isabelle la catholique et le Portugal, ont disséminé tout le bassin méditerranéen. Donc il y en a eu qui sont allés en Turquie, d'autres, et mon arrière-grand-père est allé à Alep. Et en 1850, il est retourné en Algérie. Alors, en Syrie, on s'appelait Mendel. Et quand on est arrivé en Algérie, l'officier d'état civil a voulu faire du zèle. Donc, mon arrière-grand-père était âgé, on l'a appelé Boule, père, et Mendil, parce qu'il était comment dirais-je, en tenue indigène, et Mendil, c'est le torchon, parce qu'il portait comme un turban. Eh bien, je vais vous dire, madame, d'abord, je vais écrire un passage pour mes enfants, je ne sais pas pourquoi, mais quelque part, je suis un peu soulagée. Parce que je suis issue d'une famille donc d'Algérie, et nous étions en Algérie, et ça vous n'en avez pas beaucoup parlé, ayant eu la nationalité française, nous étions français avant d'être juifs. Donc, enfin, chez moi, nous étions très libres penseurs. Donc ça me soulage. C'est très intéressant ce que vous dites parce que ça correspond exactement. Il y a quelqu'un dans la salle que je ne nommerai pas, mais... alors, il y a un passage qu'il faut savoir, c'est que lorsque la guerre d'Algérie éclate, le FLN, les chefs, vont envoyer une lettre au grand rabbin d'Algérie, en lui disant qu'il faut que les Juifs se mettent de notre côté. C'est difficile pour les Juifs d'Algérie parce qu'effectivement, ils se considèrent, ils ont une très grande reconnaissance vis-à-vis de la France et ils se sentent français avant tout. Et donc, il y a un journaliste célèbre qui s'appelle Jacques Lazarus qui va devoir répondre au nom de la communauté. Et il va répondre effectivement ça. Ça va être... et à partir de là, les Juifs d'Algérie sont effectivement d'un certain côté très, très clairs, c'est-à-dire ils sont du côté français. Ils vont pas... Il y a une infime, vraiment, c'est infinitésimal qui vont être entraînés du côté du FLN. Je crois qu'il y a eu un réseau, il y a quelques noms qui sonnagent dans l'histoire de cette époque-là, mais vraiment très, très... Voilà, c'est infinitésimal, infinitésimal. Et d'ailleurs, ces mêmes personnes qui ont combattu pour l'indépendance et contre la France et pour l'indépendance de l'Algérie finiront par quitter l'Algérie. Ils sortent de ce fameux réseau. Sont repartis au Maroc. Ouais. Et au Maroc, le roi a dit « Vous ne toucherez pas à mes sujets juifs ».
Parce que le 7 novembre 1942, quand les Américains ont débarqué, ils nous ont sauvés. Bien sûr. Et on va peut-être en profiter pour savoir s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions. Oui, moi vous avez posé une question à laquelle elle n'a pas répondu, Daphna. Sacré Roger. Oui, alors c'est laquelle? Parce qu'elle a posé beaucoup de questions en fait. Je me souviens plus. Vous avez fait votre alia, Daphna? Oui, il y a 44 ans, ouais. Oui. Comment ça vous est venu, étant en France? Quel a été le... Ok, alors là c'est un moment difficile, effectivement. D'abord en fait, on a fait deux pour l'ALIA. Tu vas tout savoir. En 68, on vient en Israël et on est au Minan Soudantin et à Beth Shemesh. Bon, c'est vraiment Israël à ce moment-là, c'est le tiers-monde, carrément le tiers-monde. Je vois que des gens opinent, oui, c'est le tiers-monde. C'est très très dur. Et en fait, mon mari réussit son examen et le Minan Soudantin ne le lui dit pas. Et donc, on a pensé qu'il avait échoué. Et donc, on repart. Mais on repart en se disant, dans 10 ans, on revient. Et donc, on est en 78 et on est en train de se poser des questions. Moi, mon rêve, c'est d'être prof de droit administratif dans mon alma mater, la faculté de droit de Nice. Mon mari a une belle situation, donc la question se pose, quoi. La question se pose, et alors à ce moment-là, en 78, il y a un groupuscule d'extrême droite qui va jeter une grenade dans le jardin de la communauté juive de Nice, d'enfants. Et là, ça va être la paille, n'est-ce pas, qui fait déborder le vase. Et ce qui m'a en fait choqué, c'est pas tellement, pour périr l'attente d'autres de l'extrême droite, bien sûr, mais par contre, c'était plutôt les réactions. Le préfet impose à la communauté juive de Nice le silence. Et ils obéissent. Et là, moi, je suis très en colère. Et je leur dis, dans 20 ans, vous aurez un maire d'extrême droite à Nice. 20 ans plus tard, ils ont eu Jacques Perrin, Front National, comme maire. Donc je ne m'étais pas trop trompée dans mes prédictions politiques. Et en fait, on part. On vient en Israël, on achète quelque chose ici, et en 79, on revient. Mais quand on revient, on a un enfant de 3 ans et un enfant de 2 mois. Le troisième naîtra ici. Donc voilà. Mais alors, peut-être qu'il faut remonter un peu plus loin, parce que je te vois venir, Roger, tu vas me dire pourquoi Israël? Oui, ça aurait pu être le Costa Rica, tu as raison. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que 62, donc c'est le départ, et 63, les adultes, ils sont disloqués, quoi. Enfin, leur vie s'est disloquée et eux, ils sont en morceaux. Souvent, c'est les familles qui sont en morceaux. Et je comprends que je ne peux rien attendre de mes parents, il n'y a rien à attendre. Parce que mes parents, ils sont perdus. Ils n'ont pas les codes. Ils n'ont juste pas les codes de la société où ils ont été projetés. Et donc, moi, je me dis, j'entends par un voisin qui me dit qu'il va dans un mouvement de jeunesse. Et je dis, bah, moi aussi, je veux faire quelque chose. Le dimanche, je lisais les encyclopédies familiales. Et j'avais décidé que les autres jours, j'allais faire autre chose et que après l'école, donc j'irais dans un moment de jeunesse. Voilà. Et donc, évidemment, c'est un moment de jeunesse. Pour ne pas le nommer, c'est le mien qui va. Voilà, donc voilà. Ça va, c'est bon, pas non? Tu as les manques que tu... Là, tu comprends. Tant mieux. Non, parce que ça répète le Costa Rica. Je dis le Costa Rica simplement parce qu'un jour, je suis perdue dans une forêt du Costa Rica et... Et qu'est-ce qui se passe? J'entends parler français. Et ça parle de la ville des colibris. Donc je vais vers la ville des colibris, et c'est c'est quelqu'un qui parle très bien le français. Et je
je m'approche, en fait, c'était le guide qui expliquait à un couple de Français la vie des colibris. Et je ne comprends pas comment, perdu au Costa Rica, il parle un si bon français. Et alors, je lui demande, et il me dit, mais moi, je suis née à Oran. Je suis née à Oran. Je m'appelle Paul Naron et je suis née à Oran. On est perdu dans une forêt. Hein. Et alors, je ne comprends pas, je lui dis, mais pourquoi le Costa Rica? Alors là, vraiment, bon, je ne savais même pas, moi, en 62, je ne savais pas que ça existait hein, sur ma carte. Hein. Et donc, il m'explique, son père avait été actif dans l'OAS, et donc la route de la France était barrée, et en fait, ils se sont enfuis au plus loin possible dans la forêt du Costa Rica. Est-ce que nous avons d'autres questions? Merci beaucoup. Vous voulez le micro? On m'entend? Si je parle sans micro? Prends un micro peut-être. Merci Daphna pour ces témoignages. Moi, ce que j'aimerais savoir, ce sont les instructions que tu as données à tous les autres témoins pour que le témoignage soit à peu près harmonieux, que ce soit sur la longueur et sur les anecdotes précises. Donc, quelles étaient leurs instructions? Oui, tu as raison Stéphanie, c'était effectivement il fallait canaliser. Parce que, par exemple, j'ai reçu quelqu'un qui m'a envoyé carrément un bouquin. Donc, parce que lui, il avait écrit pour ses enfants. Donc il fallait canaliser. Et donc, je leur ai expliqué que je leur donnais entre 3 et 5 pages, que j'ai fait un questionnaire. D'abord, en fait, il fallait que les gens qui allaient témoigner, ils ont voulu l'anonymat. Et moi, j'ai respecté, c'est-à-dire que même lorsque ça a été envoyé aux éditions Ramsay, c'était déjà anonyme. Donc ils ont voulu l'anonymat, il a été respecté. Ensuite, il fallait qu'ils aient entre 6 ans et 17 ans, au moment de la guerre d'Algérie. Parce qu'on a des souvenirs précis, très précis à partir de 6 ans. Et donc, après 18 ans, donc c'était des adultes, c'était plus le regard des enfants. Donc on salue notre consul général. Merci, cher Mathieu, je sais que tu étais très occupé. Donc voilà, donc en fait, j'ai fait un échantillonnage de 6 à 17 ans et j'envoie un questionnaire. J'envoie un questionnaire pour essayer de les aider à s'exprimer, à exprimer leurs souvenirs, leurs émotions. Mais en leur disant, vous êtes libre de vous en inspirer ou pas. Alors, il y a eu des va-et-vient, parfois il a fallu tirer un peu parce que les gens ne savaient pas comment dire, comment écrire leur témoignage. Il y a eu quelques va-et-vient, pas tous, hein, parfois c'était vraiment apprendre à l'état brut. Parfois j'ai dû poser des questions et je me souviens qu'il y a une personne à qui je n'ai pas osé poser de questions alors que je pense que j'ai dû lire 10 fois son texte avant, j'arrivais pas à comprendre l'horreur de ce qu'elle disait. L'horreur n'arrivait pas, j'arrivais pas à comprendre. Et elle parle de choses tout à fait normales, notamment de l'intendant, ils vivaient dans la maison, ils étaient, voilà, c'était 2 familles liées, l'intendant de la ferme et son oncle. Et puis, bon, elle va finir par devoir fuir avec ses parents, et un jour, son père meurt. Elle retrouve dans les papiers de son père, dans les documents de son père, elle retrouve un document de la police qui dit que c'est l'intendant qui a tué son oncle et sa tante, il les a écrasés sous la meule du moulin. Et j'avoue que, très sincèrement, je n'ai pas compris au début, peut-être que je ne voulais pas comprendre aussi, hein. L'horreur était telle que l'image de ces gens écrasés sur la meule, peut-être, je crois que c'était pas possible pour moi d'accepter ce témoignage comme ça. Alors là, j'ai pas osé lui poser la question. J'ai pas vraiment pas osé. Mais autrement, bon, il y a eu effectivement des allers-retours, parfois. Et ce qui est très joli comme histoire, c'est que le premier qui a voulu témoigner, bon, c'est en fait quelqu'un que j'ai connu, j'ai travaillé avec lui pendant 15 ans à l'Assemblée des Français de l'étranger. Et on n'a jamais parlé de ça. Jamais. Et quand j'ai commencé à dire, voilà, je vous annonce que mon livre a été pris
par les éditions Ramsay. Immédiatement, je reçois un message sur Facebook. Il me dit Daphna, je veux témoigner. C'est mon histoire. C'était joli comme histoire, vraiment. Et à Marseille, sa fille est venue. Sa fille est venue. C'était très émouvant, vraiment. Mais à Marseille, il s'est passé des choses intéressantes. C'est qu'il y a des gens qui sont bien pleurés, carrément, quand il y a eu cet échange. Parce qu'ils ont dit, c'est trop tard, on ne peut pas parler. On n'a pas parlé, c'est trop tard. Et j'ai dû passer un moment pour essayer de leur donner le courage, au contraire, de dire, mais non, c'est pas trop tard, il faut parler maintenant. Il faut parler. Est-ce que nous avons une autre question là-bas? C'est moi. Bonjour, merci pour votre témoignage. Et justement, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Vous m'entendez mieux? Merci beaucoup pour votre témoignage. Et du coup, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Pourquoi les gens ne parlaient pas? Et c'est pas uniquement des événements qui se sont produits en Algérie, mais aussi ça résonne avec forcément ce que les gens ont vécu pendant la Shoah. Pourquoi les gens ne parlaient pas? Est-ce que ça vient d'eux? Est-ce que ça vient de la société qui ne voulait pas entendre? Est-ce que ça vient du gouvernement qui ne voulait pas prendre des responsabilités? Donc, en tout cas, dans la guerre d'Algérie, c'est complètement différent de la Shoah, mais est-ce qu'il y a des parallèles à ce niveau-là? Voilà. Non, je vous remercie, mais vous l'avez dit, en fait, c'est la société qui ne voulait pas les entendre, tout simplement. Donc ils ont dû se réfugier dans le silence, il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y avait absolument aucune autre solution. Le silence nous a été imposé en quelque sorte de manière silencieuse. Ça, c'est important. Parce que même les gouvernements de l'époque, il fallait vraiment... voilà, il fallait qu'on soit transparent. Donc les gens ne pouvaient pas parler. Et après vous savez, plus on garde les choses à l'intérieur, plus c'est difficile de les sortir ensuite. Donc, de toute façon, je pense qu'il est très difficile de parler des traumatismes qu'on a pu subir. Ça, c'est de toute façon difficile. Mais si en plus vous n'êtes même pas aidé, et souvenez-vous que là, aujourd'hui, quand un enfant a un traumatisme, il y a une pléiade de psychologues qui s'en occupent. Enfin, remonter en arrière, 62 ou même avant pour les enfants de la Shoah, il y a des personnes qui se sont occupées de leur traumatisme. Hein. C'était vraiment pas à la mode. Moi j'avais... Non, c'est bon. Je pense que c'est bon. J'avais 7 ans pile au mois d'août quand on est parti en bateau. Okay, et ce dont je me souviens, c'est que de la guerre, les bombes, Algérie, française, ça je m'en souviens très bien. Concert de casserole. Et je me souviens très bien qu'on se mettait en dessous les tables. Et c'est tout. Ça veut dire, après, j'ai eu un noir. J'ai eu un noir d'avance. C'est-à-dire que oui, je savais qu'il ne fallait pas parler aux Arabes, que nous, on avait des histoires dans notre famille, que jamais... Mais je ne pourrais pas les dire. Maintenant, je peux les dire. Mais à l'époque de mes 6 ans, je ne savais pas trop. Voilà. Mais quand on est rentré, le problème, c'est que nous, on était des pieds noirs. Des pieds noirs. Et les pieds noirs, rentrez chez vous. Ouais. Moi, les parents, ils ont eu ça sur leur truc. Et quand la maîtresse, elle a dit il faut qu'elle aille voir un psychologue, ma mère, elle a dit ah bah, nous, on va pas voir les psychologues. Qu'est-ce qui se passe? Donc, si vous voulez, le traumatisme, on l'a traîné pendant des années et des années. Ça veut dire, moi je m'en fous de dire ouais, je suis née d'Algérie, ouais. Et alors? Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a aucun retour. Et les gens, ils s'en foutent. Non, les gens ne s'en foutent pas. D'abord, je peux vous assurer une chose, c'est que vos enfants et vos petits-enfants ne s'en foutent pas du tout. Maintenant, vous me dites que les gens s'en foutent. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas encore abordée, c'est l'actualité, justement. L'actualité fait que le livre est sorti en même temps qu'une note de l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt. Il a publié une note pour la fondation, c'est un think tank de la fondation Fondapol, et l'intitulé de la note dit politique migratoire, que faire des accords franco-algériens de 1968.
Et là, si vous voulez, tout est remis en quelque sorte en cause, parce que 68, c'est l'époque des 30 Glorieuses. La France a besoin, pour son industrie automobile, de main-d'œuvre, si possible francophone. Et donc, les accords franco-algériens de 68 sont extrêmement généreux pour l'Algérie, notamment sur les conditions d'arrivée, de séjour, de travail. C'est la libre circulation pour les Algériens en France. Et en fait, on est aujourd'hui en 2023. Ces accords, ils sont toujours là. Le contexte politique, social, économique n'est plus le même. Et aujourd'hui, les politiques commencent à parler de remettre en cause ces accords. Donc vous voyez qu'on est toujours dans cette histoire-là. Je crois que c'est une autre. Oui, juste deux, trois petites choses sur ce qui a été dit. Et pour la personne qui a demandé pourquoi est-ce qu'on ne parlait pas. Alors, pour avoir vécu ça après Suez, d'abord, on ne parlait pas parce que on était le symbole de la défaite. Et il y aurait eu une victoire en Algérie comme il y en aurait eu une après Suez, ça aurait été complètement différent. La deuxième chose, c'est que De Gaulle ne sait pas quoi faire des harkis, il le dit à cause de Murville, et c'est rapporté par la couture, et avec une phrase très violente. Les harkis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de vos harkis? Après la guerre. La phrase de Gaulle, elle est citée telle que, elle est redoutable, évidemment. Et puis la troisième chose, c'est que la France a un mal fou à parler de son histoire quand c'est la défaite. Et il est très difficile encore aujourd'hui de faire un film sur l'Algérie. Les Américains ont cette chance sur nous, c'est que eux, ils sortent la douleur par le cinéma. Alors vous avez le Vietnam, 5, 10 films, etc. Alors c'est fini par sortir. Mais en France, non. L'Algérie, ça sort pas. Et quand on fait un bout de film, alors c'est la tempête passionnelle en France. Il y a des films. Énormément, il y en a 6. Ils ont été censurés. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que voilà, ça entraîne un vrai débat extrêmement violent. En fait, la défaite, surtout lorsqu'elle est attribuée in fine au gouvernant, la défaite, il ne faut pas en parler. Et je pense que les difficultés de la France, c'est de regarder son passé, y compris lorsque c'est un passé, pas forcément noir, mais d'abord un passé de défaite. Les conséquences, la dame qui disait que c'est pas important, je crois justement que 2 ou 3 générations après, comme le disait Daphna, c'est extrêmement important. Parce que vous avez, je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir, le retour du refoulé. C'est-à-dire que l'incertitude dans laquelle se trouvent les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de l'histoire familiale, eh bien, elle est redoutable pour leur propre construction. Et elle va très facilement tomber dans la caricature. Pour avoir parlé avec beaucoup de gens de la communauté française et franco-israélienne, en 4 ans, je vois bien qu'au début de la discussion, on est parti, on avait choisi la France, etc. Et c'est la même chose du Maroc et de la Tunisie, où ça a été moins violent quand même. Mais au bout d'1 heure de discussion, c'est, quel que soit le narratif, on a été chassé par les Arabes, et maintenant on est chez nous, et ils ne vont pas recommencer. Et on voit cette tendance, et je trouve qu'il est très important justement que l'histoire soit expliquée dans sa complexité pour que 3 ou 4 générations après, on ne tombe pas dans la caricature et qu'on puisse effectivement essayer de voir comment aller vers ce que tu souhaitais dès le début, le plus jamais ça, c'est-à-dire comment on fait pour surmonter l'histoire et arriver à vivre ensemble. Merci, monsieur l'ambassadeur. On va avoir une dernière question et ensuite nous allons conclure. Stéphanie, il y a une dame qui a vraiment depuis longtemps, oui.
Oui. C'est donc justement un petit peu, après Monsieur Talon, je voulais savoir si justement, en ayant cette expérience, tu as tendance à faire des analogies avec ce qui se passe en Israël, et tu pourrais, disons, voir des similitudes et des erreurs à éviter. Écoute, je te remercie pour sa question qui m'a été posée par Cyril Amar hier dans son émission au Maghreb. Je vais revenir à Camus. Mal nommer les choses, ça n'aide pas du tout à trouver des solutions positives. Il n'y a absolument aucune similitude entre les deux histoires. Absolument aucune. Donc il faut se garder de tout mélanger. Et si c'est ma position personnelle sur les événements, alors que je ne la donne pas parce que je suis conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, je dois faire attention. Comme je l'ai dit, il y a effectivement, il faut éviter les similitudes qui n'ont pas lieu d'être. Deux, des solutions, oui, bien sûr, moi je suis une juriste, alors bien sûr qu'il y a une solution. Donc j'espère qu'un jour, le seul problème qu'on a en Israël, c'est qu'en Israël et du côté des Palestiniens, c'est qu'en fait, des deux côtés, ils ne sont jamais ensemble en même temps. C'est comme le tango, il faut être deux pour danser le tango. Et quand il y a des partisans d'une solution réaliste et bonne pour tout le monde d'un côté, il n'y a pas de l'autre côté et vice-versa. Donc en fait, il faut attendre que les gens apprennent à danser le tango ensemble. Juste, c'est pas une question d'AFNA, c'est juste une confirmation par rapport à... Robert Alouche, conseiller à l'Assemblée des Français. J'arrive tout de suite. C'est juste une confirmation. J'ai eu la chance ou la malchance, une partie de mon enfance de voir passer en Algérie pendant ces événements. Et je confirme, la chape de plomb qui est tombée sur nous, tous ces événements, on n'en parlait pas. Dans le cercle familial, on n'en parlait pas. Que ce soit quand on était en Algérie, quand on était en France. Toutes ces histoires, on n'en parlait pas. Et même aujourd'hui, on a des difficultés à en parler. Il faut être honnête. C'est une chape de plomb qui s'est abattue sur nous, on n'en parle pas. Parce qu'on ne parle pas de nos traumatismes. Dans les faits, c'est ça, on ne parle pas de nos traumatismes. C'était pas une question. Il y avait aussi une question de leader. Et je vais aller vers la dernière personne. Voilà. Ce que monsieur dit m'aide énormément à formuler, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. Ayant vécu des événements similaires, que ce soit de Tunisie, je peux dire que d'une certaine façon, il y a un grand danger. C'est que volontairement, je ne dirais pas que c'est pas volontairement, plutôt c'est une sorte de accrachat, de déni. Le déni qui fait que souvent les gens ne veulent plus en parler, refusent d'en parler, oublient. De certaine façon, quand on a vécu ces événements très jeunes, souvent les familles n'en parlent pas. Ils ont peur de blesser l'enfant, de blesser l'histoire de l'enfant. Et à ce moment-là, l'enfant va vivre toute sa vie avec cette blessure sans comprendre le bien. Donc, ce qui a été déjà fait est très important. Il faut en parler avec soi-même, il faut en parler avec les enfants, avec les petits-enfants, pour que de certaine façon, cette blessure ne soit pas une blessure intérieure, et qu'au contraire, en parler, et ensuite se soulager de tout ça. Voilà, c'est une Merci beaucoup, merci à tous pour vos interventions. Malheureusement, le temps passe. Je voulais vraiment remercier Daphna. Merci infiniment d'être venue. Merci. C'est un grand plaisir. Merci Stéphanie. Merci à vous tous, vraiment d'avoir de vous être déplacés pour écouter cette histoire. Mais c'est une histoire qu'il faut absolument transmettre. Je compte sur vous. Et le livre de Daphna est disponible au stand de la librairie du foyer. N'hésitez pas. Bonne journée à tous.